First of all, to think we need words, concept. But concepts are always very loaded. I have never seen any concept which is neutral. Not only that the concept is loaded by a semantic content, but it comes in a chain of concept. It's related to other concepts, and it leads to a sort of larger frame in which we look at a particular phenomenon. And when I say that, when comes to mind this notion or this word, radicalization, there is quite rapidly connection which is made to a series of other concepts. And for example, to see the terrorist being the radicalized young people, and then we move to a theoretical frame in which civilization and non-civilization, law and non-law, the rogue state, axis of evil, and the other side, the axis of good. And of course, we the civilized, to force those people into civilization, and eventually we will conduct wars against them, to force them to be submitted to law, to order, to civilization. This is very important, reminds the dangers of adopting dominant language and glossary as being neutral, and that we have to produce as intellectual not only a deconstruction, that will not be enough, but we have to move forward and try to develop a new frame to look at all that. Very, very rapidly. First thing, I will refer to Frantz Fanon, something that we have not the right to forget. Fanon, looking at the relation between the colonizers and the colonized people and showing how the mental maps of the colonizers are partly subverted by the will of the colonized people, in the sense he's insisting on the dark side of the will of the civilized, who is the colonizer, but at the same time, the colonized has to map his own interpretation of his culture, of his language and everything, according to the critique made by. What it says here is something that Gramsci has developed, relation between subalternity and domination. As soon as we isolate the subaltern world without saying anything about the dominant world, we risk to produce just a caricature of what is happening. This I find absolutely essential. And if we look at the suicide bombers and their psychological mindset, this is fundamental to look at that. But at the same time, we have to look at the psychological profile of the elite soldiers, the ones who killed Osama bin Laden, the drone pilots, and the two different worlds cannot be divorced from one another because one responds to the other one. The two ones are in contact, and we need concept that will permit to really see how this co-construction process is done in producing on both sides a caricature. And this leads to a second thought. When we try to understand the world of the
suicide bombers and those pilots of drone, we discover rapidly that they are humans as any other humans. They are normal people. But at one point, they become killers, either by profession or as a response to something that young people may consider to be injustice or response to marginalization, or eventually entering into religion for that. Then normal people, normal citizen, and then needs, if we say that, basic philosophical reflection about what is exactly the part of violence in human beings, in normal human beings. And so far, for me, the best answer has come from Hannah Arendt, the banality of evil, banality of evil. Yesterday, I was saying at the beginning, anyone in the room may be a killer under certain circumstances. Then we need, as social scientists, psychologists, psychiatrists, solid reflection about the part of violence in humans, the dark side of humanity. And then third, and then I turn to you, Kara, after, and an author who has been very useful for us, and I forced Kara to read Slavoj Žižek about extreme or adhesion to extreme ideas, the famous extremism described by the philosopher, the Serb philosopher Zizek. And what Zizek says is that ideologies are always a set of fantasies, a first set of ideas, and the true believers, and these true believers come from Offer, this very beautiful book on the true believer. My very first book, 45 years ago, was about a radical group in Quebec, Les Bérets Blancs, who was objecting to the quiet revolution in Quebec. And I was using the two concepts, the authoritarian personality by Horkheimer. You need magnetic leaders, but also you need followers. And they have to be true believers in a sense. But the adhesion to an extreme ideology, this ideology is a sort of figures of God. The figure of God, you may defend the nation, Quebecois nation, Francophone, the only society in North America, which is different. And it may be, I don't know, during the Cold War, Marxism against capitalism, and maybe a Muslim religion, the Huma, Eretz Israel, land of the Jews, of the ancestors. Then many people. But on both sides again, on the sides of the suicide bombers, but as well on the sides of the drone pilots, may be true believers and adhering to an extreme ideology, and for that, engaging themselves in what they think they have to do. Figures of God leads to theopathology. And now I turn to you, Keira. You go on with this because, as I said, we have two parts in the paper, and my reflections, written in cooperation with Keira, introduced to a second part, which is more clinical. Bonjour à vous tous.
Je vais faire ma présentation en français, mais j'ai laissé le PowerPoint en anglais. Donc, pour ceux qui ne maîtrisent pas le français, il y aura toujours possibilité de suivre mon discours. Alors, je vais vous présenter aujourd'hui l'émergence du concept de théopathologie qui est encore en construction. Je remercie toutes les remarques que j'ai pu avoir hier, puisque ça m'a permis de recadrer la présentation. Alors, il faut savoir que mon intérêt de recherche concerne la quête de sens et qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, un individu trouve le moyen de se réaliser en tant qu'humain et de s'élever vers quelque chose qui le dépasse. Donc, j'ai commencé mes recherches sur la quête de sens en 2013. J'ai étudié les jeunes dans leur mouvement de révolte et notamment ceux qui décident de partir dans des pays étrangers pour vivre en congruence avec leurs valeurs spirituelles qui construit leur monde intérieur et les valeurs du pays dans lequel ils immigrent. Alors, pour ce faire, je suis partie en Israël à 2 reprises pour étudier les jeunes occidentaux qui ont fait le choix d'effectuer l'Aliya. Donc l'Aliya, c'est l'élévation spirituelle afin de vivre en congruence dans le pays qu'ils ont choisi et de fuir en quelque sorte l'antisémitisme. C'est ce qui ressortait des entretiens que j'ai pu faire avec ces jeunes-là. Et on pourrait penser qu'il y a une analogie à faire avec les jeunes musulmans qui, eux, décident de quitter les pays occidentaux pour émigrer dans des terres musulmanes. Donc on appelle ça el-hijra. Ça arrivé à peu près ma recherche, donc 2013, c'est à peu près dans cette période qui a commencé à voir donc l'État islamique, Daesh et tous ces départs dans des pays du Proche-Orient. Donc, voilà. La théopathologie. Donc la théopathologie, théo pour Dieu, signifiant le sublime objet, ou bien être maître, mais le maître de soi. Donc à moi, c'est comme ça que je l'envisage. Et pathos pour passion ou souffrance. Donc c'est vraiment à prendre dans la polarité. Qui qualifie donc le symptôme, on va dire, de l'aliénation. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, lorsqu'un individu tente de s'élever dans la transcendance ou dans la spiritualité, il se retrouve bloqué, étouffé ou réprimé. C'est ce qui m'intéressait et j'ai pu approfondir cette question dans mes cas cliniques. Donc voilà, je donne comme définition qui qualifie l'impact pathogène de la répression qui étouffe le désir de spiritualité. Dans mes études de cas, il ressort, les études de cas cliniques, là pour le coup, c'est plus des recherches ethnographiques, c'est des patients que j'ai pu recevoir dans un cabinet privé en France. Donc il y a un repli social, des psychalgies, que ce soit anxiété ou dépression, de la violence contre soi, principalement l'usage de drogue, très peu la violence, voilà, et la violence contre les autres, donc beaucoup de violence à l'école ou bien de violence dans la famille ou éventuellement dans les institutions. Donc, suite à ces recherches à la fois ethnographiques et cliniques, j'ai tenté de faire émerger le paradigme qui ressortait de cette recherche, c'est de voir que l'individu est envisageé, dans le cas de la quête de transcendance, l'individu est envisagé en 3 temps, à savoir son instance protocolaire, il se désigne, c'est l'instance avec laquelle il se présente dans sa sphère sociale, avec son instance essentielle, donc l'instance avec laquelle il est dans sa famille au quotidien, sans forcément donner une réflexivité à son statut. Et la troisième, c'est l'instance transcendantale, donc quand l'individu cherche à aller au-delà de ce qu'il est, à rechercher ailleurs une construction de son identité, que ce soit spirituelle ou bien religieuse. Voilà. Donc, ce qu'il faut retenir des cas de théopathologie, c'est qu'il y a une rupture dans ces 3 instances. À savoir que je vais prendre le cas d'un patient que j'avais présenté au Cégep. Donc,
il commençait à engager donc une quête identitaire pendant dans sa période d'adolescence, et il commençait à devenir très, très religieux, refermé sur lui-même et très dur avec les filles. C'est sa mère qui me l'a envoyé pour essayer de régler avec lui ses échecs scolaires. Et ce patient, petit à petit, entrait dans une religion qu'il apprenait sur Internet, commençait à ne plus avoir de relations sociales avec ses amis ou même avec sa famille, mais à devenir très très religieux. Donc on voit bien qu'il y a eu un déséquilibre en fait dans ces instances, qui a fait qu'à un moment donné il est rentré en rupture, et ce qui a fait qu'il a dû suivre une psychothérapie. Là où la théopathologie devient pathologique, c'est dans le sens où certains individus arrivent à avoir le sentiment qu'ils détiennent à eux seuls la vérité, qu'ils sont détenteurs d'une mission de destruction salvatrice, qu'ils doivent agir et parfois entrer en violence avec autrui, donc en confrontation même avec leurs amis les plus proches, à repli social, voilà, avec des comportements obsessionnels compulsifs et des troubles du discernement. Donc ils n'arrivent plus à distinguer ce qui est. Donc le défi contemporain, de mon sens, de la théopathologie, qui est, je répète, en construction, c'est d'aider les patients à trouver un équilibre entre leurs valeurs spirituelles et leurs recherches métaphysiques, donc leur questionnement existentiel, et à faire coïncider ça avec les valeurs de la société dans laquelle ils vivent, à savoir les sociétés post-religieuses, néolibérales ou laïques. Il faut savoir que mes recherches, je les ai faites en France, donc c'est pas le même contexte qu'avec le Québec, c'est un peu plus dur, on va dire. Donc voilà, tout reste à découvrir. Voilà. Merci.